Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce lundi 5 octobre 2020. Les travaux d'équipement du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan lancés ce matin par le président de la République Alassane Ouattara. Des superstructures seront réalisées sur une période de 18 mois. Coût des travaux, 262 milliards de francs CFA. Une mission conjointe CEDEAO, Union africaine et Nations unies séjourne en Côte d'Ivoire, reçue en audience au palais présidentiel par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au cœur des échanges, l'organisation de la présidentielle du 31 octobre dans un climat apaisé. Et puis le dossier à suivre dans cette édition, lancé depuis le 19 septembre dernier, les concours de la fonction publique se déroulent à 465 au total. Quelles sont les dispositions prises pour garantir la crédibilité de ces concours et pour faire donc barrage à la fraude? C'est la question principale que s'est posée notre reporter Grace Kando. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Dans exactement 18 mois, les travaux d'équipement du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan seront achevés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé au lancement de ces travaux ce lundi matin. Des superstructures que sont le revêtement de 37,5 hectares de terre-plein, de 6 portiques de quai, de voies de roulement et d'ateliers techniques seront réalisés. Coût global de ces travaux, 262 milliards de francs CFA. L'infrastructure, une fois achevée, devrait permettre d'améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Mahama Traoré. Réaliser le deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan se décline en deux phases. La première a consisté à créer entre 2015 et 2019 cette plateforme, un terre-plein de 37 hectares et demi censé abriter l'infrastructure. La deuxième phase des travaux, lancée ce lundi par le président Alassane Ouattara, vise à rendre le terminal complètement opérationnel dans 18 mois, c'est-à-dire à l'équiper en engins de manutention, appelés dans le jargon portuaire les superstructures. L'ouvrage verra le jour grâce à un investissement de 262 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé. Ce terminal, d'un coût total de 596 milliards de francs CFA, dont 324 milliards pour les infrastructures qui nous accueillent ce matin, aura une capacité de 1 500 000 conteneurs contre 1 million de conteneurs pour l'ancien terminal, faisant donc passer la capacité de traitement des conteneurs au port d'Abidjan de 1 million de conteneurs 1 à 2 500 000 conteneurs 1. Ce deuxième terminal créera en outre, en phase d'exploitation, 450 emplois directs. Dans 18 mois, il y aura ici un terminal ultra moderne, performant, innovant. Et ce terminal sera aussi responsable tant sur le plan social qu'environnemental. Dès la première année de mise en service, le terminal sera équipé de 6 portiques à quai, 13 portiques de parc, 36 tracteurs, tous 100% électriques. Ce sera le premier terminal proche du zéro émission en Afrique. Depuis 2011, le port d'Abidjan connaît de profondes mutations, modernisation du port de pêche, des terminaux rouliers et céréaliers, outre l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi. Cette métamorphose devrait se poursuivre, selon le ministre des Transports. Bientôt, il vous sera présenté un projet de contournement de la ville d'Abidjan, incluant un ouvrage important de franchissement du canal de Vridi et permettant ainsi de rallier Petit Bassam à PK24 sur l'autoroute du Nord en passant par Jacquesville. Avec l'appui de la Banque mondiale et le MCC, sur le président de la République, je peux vous dire que dans les 5 prochaines années, le port autonome d'Abidjan et la ville d'Abidjan pourront fonctionner ensemble concomitamment sans que ce poumon de l'économie ivoirienne ne soit asphyxié, mais également que la fluidité à Abidjan soit une réalité. Après avoir pris connaissance de la consistance des travaux de réalisation des superstructures du deuxième terminal à conteneurs, le chef de l'État s'est dit fier d'un tel projet, surtout qu'il vise à booster la compétitivité du port autonome d'Abidjan. C'est un projet qui me tient à cœur, compte tenu de son impact sur l'emploi. Bien sûr, c'est un gros investissement, mais également pour la fluidité que cela permettra de donner donc au port d'Abidjan, qui est quand même le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Et ceci va bénéficier
aux pays amis et voisins tels que le Mali, le Burkina et le Niger. Je crois que ce projet est la preuve de la stabilité de notre pays, de la confiance des investisseurs et maintenant à nous, Ivoiriens, de continuer de démontrer que ce pays restera stable et en paix pour notre jeunesse et pour tous nos concitoyens. Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour le ministre des Transports d'annoncer l'entrée en vigueur effective du décret portant statut particulier des dockers à compter du 1er janvier 2021. Une mesure qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des 75 000 dockers du port d'Abidjan et des 15 000 que compte le port de San Pedro. Mesdames et messieurs, une question semble s'imposer. Pourquoi la construction d'un deuxième terminal à conteneurs? Souvenez-vous, il y a plusieurs mois, le port autonome d'Abidjan inaugurait son canal redimensionné et approfondi. En engageant ces travaux lancés par le chef de l'État, Alassane Ouattara, quel est l'objectif visé par les autorités portuaires? Une question à laquelle tente de répondre Noël Gagnon à travers cet élément. Voici ce que sera le deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan une fois les travaux terminés dans 18 mois. Un deuxième terminal pour répondre aux exigences du transport maritime et de la logistique portuaire. Afin de baisser les coûts de transport, les armateurs ont construit des grands navires qui peuvent transporter jusqu'à certains 20 000 containers. Mais pour accueillir ces grands navires, il faut des infrastructures adaptées, et notamment en termes de profondeur. Et également des portiques de quai beaucoup plus longs que les portiques d'ancienne génération qui faisaient environ 45 mètres de portée. Les nouveaux font 62 mètres. Donc cette nouvelle infrastructure est nécessaire pour doter le port d'Abidjan des moyens de traiter les plus grands navires. Nos navires aujourd'hui sont de 250 à 275 mètres. Ce sera aussi très intéressant que dès que les travaux finissent, on puisse passer de 275 mètres à 350, 360 mètres. Pourquoi pas? On peut rivaliser avec les ports de Câble, de Tanger et Med. C'est vraiment une grande aubaine pour le port d'Abidjan et surtout pour les pays qui sont adossés à la Côte d'Ivoire, les pays de l'Interland qui en ont besoin. Autre acquis, avec ces superstructures, le port d'Abidjan va se hisser au rang de plateforme de transbordement. Les gros navires viennent ici, ils laissent leurs containers qui sont ensuite transportés par des navires plus petits qu'on appelle feeders pour les transporter dans d'autres ports de la région qui n'ont pas les moyens, eux, d'accueillir les gros navires. Et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de navires qui vont venir au port et que ça va améliorer la fréquence des escales et donc encore une fois les délais d'acheminement des marchandises. Les impacts pour les usagers et les consommateurs sont de plusieurs ordres. Si des navires plus gros arrivent, le coût de transport unitaire diminue et au final ce sont les industriels, les commerçants et l'Ivoirien qui en bénéficient parce que le coût de passage a baissé. Quand une marchandise arrive dans le port, il y a une période de franchise qui est accordée, à l'intérieur de laquelle il n'y a pas de charge particulière pour l'importateur. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le temps de dédouanement corresponde à ce délai de franchise pour que les marchandises sortent sans frais additionnels. Nous qui sommes dans le transport, il y a des projets annexes, c'est-à-dire la création de parkings et la création d'infrastructures qui vont fluidifier la circulation pour l'accès au port. Ceci partant va fluidifier aussi la circulation des autobus qui desservent la zone portuaire. Coût des travaux, plus de 260 milliards de francs CFA à la charge du concessionnaire avec une référence environnementale. Le terminal sera le premier terminal zéro émission carbone dit Green Terminal d'Afrique. Une somme d'acquis, fruit d'une volonté politique soulignée par les opérateurs économiques. Mon admiration totale au président de la République pour ses ambitions si grandes pour la Côte d'Ivoire. Les superstructures du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan seront réalisées sur une superficie de plus de 37 hectares. Pour les équipements, il est prévu 6 portiques de quai, 13 de parcs, 36 tracteurs et 2 élévateurs télescopiques. Du côté du palais présidentiel, nous disions à l'instant dans les titres une émission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies qui séjourne à Abidjan du 4 au 6 octobre a été reçue par le chef de l'État Alassane Ouattara ce lundi matin. Au menu de la rencontre, l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre dans un climat apaisé à Ouattouré. Conduite par la ministre des Affaires étrangères du Ghana, présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO,
Shirley Ayorkor-Botchwe, est composé du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, les commissaires chargés des affaires politiques de la CEDEAO et de l'Union africaine, ainsi que le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, la mission conjointe CEDEAO-Union africaine-Nations unies de diplomatie préventive a échangé avec le président de la République Alassane Ouattara sur les questions liées à l'organisation de la présidentielle du 31 octobre 2020. Our mission is to engage with political actors and stakeholders in the electoral process. L'objet de notre visite ce soir auprès de son Excellence, Monsieur le Président, est une mission conjointe de haut niveau, une visite de solidarité de la CEDEAO, de l'Union africaine, ainsi que de la mission des Nations Unies. Notre mission ici est une mission d'implication auprès des acteurs politiques ainsi que des parties prenantes politiques pour nous assurer de la tenue d'élections apaisées, paisibles, crédibles et inclusives. Monsieur le Président nous a fait montre d'une grande sympathie en nous permettant d'aborder avec lui des questions d'ordre politique et socio-économique sur la région. Quant à l'élection présidentielle le 31 octobre prochain, Monsieur le Président nous a assuré de son engagement total à la tenue d'élections apaisées, inclusives et crédibles. La CEDEAO, les Nations Unies ainsi que l'Union africaine avons assuré Monsieur le Président que nous allons donc travailler avec lui en ce sens. Nous l'avons aussi rassuré du fait que nous voulons atteindre un consensus pour avoir donc ces élections apaisées, crédibles et inclusives. Nous encourageons donc tous les acteurs ivoiriens de faire recours à tous les moyens légaux et apaisés pour faire en sorte de pouvoir résoudre toutes les questions qui sont en suspension. Nous avons réitéré à l'endroit de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, l'engagement de la CEDEAO, de l'Union africaine ainsi que celle des Nations Unies quant à un processus solidaire, car nous connaissons la place prépondérante que tient la Côte d'Ivoire dans la région, sur le continent et bien entendu dans le monde entier. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies entendent ainsi accompagner la Côte d'Ivoire dans l'organisation d'un scrutin présidentiel crédible et apaisé. Voilà, et notons que cette mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies, conduite par la ministre des Affaires étrangères du Ghana, a été reçue par le président du Conseil constitutionnel, Kone Mamadou, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des consultations avec les parties prenantes, les acteurs principaux et institutions impliquées dans l'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et toujours dans l'agenda de cette mission, retenons qu'elle a été également reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Et cette mission a réitéré son appel à l'apaisement, invitant tous les acteurs politiques à éviter de lancer des appels à la violence. Une mission dite de solidarité venue donc rencontrer l'ensemble des acteurs engagés dans le processus électoral pour la présidentielle du 31 octobre. Et on reste dans les parvis de la primature. Le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a échangé avec les acteurs des PME, les petites et moyennes entreprises. Selon la Banque africaine de développement, la BAD, les PME constituent un véritable levier de croissance. Pourtant, en Côte d'Ivoire, ces PME sont confrontées à des difficultés liées notamment au financement, à l'accès au marché et à des problèmes de structuration. Des difficultés qui freinent leur essor, réduisant du coup leur performance. Objectif donc de cette rencontre, trouver les voies et moyens pour l'avènement de PME compétitives, créatrices de richesse. On en sait davantage avec Lansine Bakayoko. En Côte d'Ivoire, les PME représentent plus de 95% du secteur privé. Mais elles contribuent seulement à 20% du produit intérieur brut. Pourtant, dans ces entreprises de proximité, des gisements d'emplois nouveaux y restent considérables. Le gouvernement ivoirien est convaincu que le secteur des PME est à même de donner de la valeur ajoutée à nos ressources locales, de créer des emplois et de générer des richesses. Cette vision repose sur le programme Phoenix, la stratégie nationale d'appui au développement des PME, conçue pour insérer au moins 50 000 entreprises dans le formel. Malgré ces efforts, des difficultés persistent, aggravées par la Covid-19.
Aujourd'hui, des mesures particulières s'imposent, notamment au niveau du secteur touristique. Nous demandons une amnistie fiscale de 3 ans pour les secteurs de l'hôtellerie, des agences de voyage, du divertissement, de la restauration qui ont été durement impactés par les effets de la crise sanitaire, notamment la décision administrative de fermeture. Face à ces sollicitations pour le moins contraignantes, le gouvernement affiche toute sa disponibilité à accompagner les PME. Cette relation État-secteur privé est basée sur un dialogue continu et franc sur tous les sujets d'intérêt commun. Mon action en tant que chef de gouvernement s'inscrira dans cette même dynamique. Le développement du secteur privé et en particulier la promotion des micro-entreprises et des PME constitue une priorité pour le gouvernement. Il s'agit d'œuvrer à relever les nombreux défis en vue de développer un secteur d'entrepreneurs et des PME au niveau local capable de porter et de maintenir le dynamisme de l'économie nationale. Bien plus, dans le cadre de la lutte contre la Covid, un fonds de soutien aux PME doté de 150 milliards de francs CFA a été mis en place, dont 40 milliards déjà dans le pipeline. Il nous faudra tout particulièrement travailler ensemble, État et PME, pour investir davantage dans l'amélioration de la productivité en vue de générer plus de valeur ajoutée. D'autres mesures sont en exécution. Il s'agit de la simplification de la fiscalité des PME, des allègements fiscaux, du paiement de la dette, de l'accès à la commande publique, mais également de la capacité des PME à s'exporter sur les marchés étrangers. Des PME qui ne sauraient être compétitives et renforcer leur performance si les mesures barrières contre la Covid-19 ne sont pas respectées. La Covid-19 reste encore présente à leur vigilance. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre le coronavirus. Lundi 5 octobre, on dénombre 3 cas confirmés sur 170 échantillons prélevés. À 41 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 275 cas actifs. Il faut donc redoubler de vigilance. Et parlons justement de l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le coronavirus. Sachez que le 131e point presse hebdomadaire sur la Covid-19 s'est tenu ce lundi 5 octobre 2020 au ministère de la Sécurité et de la Protection civile au Plateau. Le nombre de nouveaux cas confirmés est à la baisse avec une évolution en dents de scie. On enregistre sur la semaine du lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre 2020 un taux moyen de positivité de 4,2%, une baisse globale des prélèvements de 17,32%, un taux de létalité en dessous de 1%. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré au cours de la semaine du lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre 2020 une baisse générale de nouveaux cas confirmés de Covid-19. La tendance générale est à la baisse avec cependant une évolution non linéaire, c'est-à-dire en dents de scie. En effet, au cours de la semaine écoulée, le nombre de nouveaux cas a connu une légère baisse, une cinquantaine en moins, avec un taux moyen de positivité de 4,2%. On note aussi une baisse du nombre global des prélèvements par rapport à la semaine précédente de 17,32%. Le taux de guérison avoisine toujours les 98% et la létalité toujours en dessous de 1%. Par ailleurs, aucun décès de Covid-19 n'a été notifié ces 3 dernières semaines. Le district d'Abidjan reste l'épicentre de la pandémie avec 95% de cas diagnostiqués. À l'intérieur du pays, les régions du Gbeke, de San Pedro, du Sud Comoé et du Poro sont les zones les plus touchées. La conseillère technique du ministère de tutelle appelle les populations à la citoyenneté. Les acquis sont encore fragiles. On doit demeurer vigilant et prudent. Poursuivons le respect des mesures sécuritaires et sanitaires, en particulier les mesures barrières. Elles sont toujours efficaces dans la prévention contre la Covid-19. Ce 131e point sécuritaire national est l'occasion pour le porte-parole de la police nationale d'interpeller le public sur son manque de discipline et de responsabilité. Ainsi, voudrions en ce début du
7e mois de la lutte contre la Covid-19. Au nom de Monsieur le ministre en charge de la Sécurité et de la Défense, rendre gloire au Seigneur qui, en dépit de l'inobservation manifeste par certains compatriotes des principes barrières en vigueur, permet un recul substantiel, environ 300 cas actifs contre 6 000 en juin, de la prévalence du virus. Le commissaire Charlemagne Bleu a invité les forces sécuritaires à redoubler d'efforts et de vigilance dans les opérations de contrôle et a fait son bilan. À cet effet, voudrions instamment inviter, au nom des grands commandements militaires et paramilitaires, nos forces sécuritaires et sanitaires d'astreinte à toutes nos frontières, notamment au port et à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, à redoubler de vigilance dans les contrôles des attestations de négativité à la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les efforts des leaders politiques et de la société civile dans la riposte sanitaire contre la Covid-19. Et parlons toujours de santé. Sachez que le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement aux Américains Harvey Alter et Charles Rice, ainsi qu'au Britannique Michael Houghton, pour la découverte du virus de l'hépatite C responsable de la cirrhose et du cancer du foie. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'Académie Nobel. Avant leurs travaux, la découverte des virus de l'hépatite A et B avait été un pas en avant décisif, a souligné l'Académie Nobel dans son communiqué. La découverte du virus de l'hépatite C a révélé la cause des autres cas d'hépatite chronique et a rendu possible des analyses de sang et de nouveaux traitements qui ont sauvé des millions de vies. Après un démarrage de leurs activités en référence à la date de la rentrée scolaire fixée par le gouvernement, les structures socio-éducatives à caractère social de protection de la petite enfance ont ouvert leurs portes. C'était ce lundi 5 octobre au cours d'une cérémonie dédiée à leur rentrée solennelle au Centre de la protection de la petite enfance, Mamie Adjoa de Yopougon, sous le thème « Tous ensemble pour des structures socio-éducatives de qualité ». À présence à cette cérémonie, la ministre en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, Ramatali Bakayoko, s'est saisie de cette journée pour mettre en mission les responsables et encadreurs des centres socio-éducatifs de base qui ont pour mission de garantir à chaque enfant un bon départ pour la vie et un cadre idoine de prise en charge. Sephora Zegui, Jean-Marc Djadji. C'est dans une ambiance festive que les enfants des structures socio-éducatives de base ont repris le chemin de l'école ce lundi matin. Je suis contente de reprendre l'école. Je suis contente de revoir ma maîtresse. Je suis contente de revoir mes amis. Je vais être intelligente cette année. Au total, 19 606 enfants préscolarisés dans 94 centres de protection de la petite enfance et 148 centres d'action communautaire pour cette rentrée académique. Nous continuerons toujours dans la démarche qualité de renforcer la communication pour une meilleure visibilité de nos structures et de nos actions. L'accent sera également mis sur le renforcement de capacités et le suivi-évaluation des activités. 1395 travailleurs sociaux sont mis en mission pour cette rentrée placée sous le sceau de la qualité. Ce thème indique bien les perspectives de cette nouvelle année 2020-2021, à savoir l'équité, l'égalité, la solidarité dans un environnement social sécurisé et bienveillant. Pour ce faire, il importe que nos structures continuent de s'inscrire dans cette démarche qualité pour une meilleure offre de services. Ce thème donne un sens à l'action socio-éducative de nos structures dans leur rôle de prévention et de correction. Dans ce document remis par Ramatali Bakayoko à tous les directeurs régionaux figurent les directives pour l'année 2020-2021. La ministre a aussi fait don de vivres et non-vivres à 40 familles vulnérables de la commune de Yopougon. Le dossier de cette édition, comme annoncé, consacré au concours administratif de la fonction publique. Des concours qui ont donc démarré depuis le 19 septembre. Plusieurs centres de composition ont été retenus tant dans le district d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Avant le démarrage de ces concours au nombre de 465, quelles ont été les dispositions prises sur le plan organisationnel et du point de vue de la crédibilité pour lutter contre la fraude? La réponse de toutes ces interrogations dans ce sujet de Grace Kando. 23 centres au total, dont 12 à Abidjan et 11 à l'intérieur du pays. C'est le nombre de sites retenus pour les compositions des concours administratifs de la fonction publique session 2020. Avant
les compositions, le ministère avait lissé les cours en ligne. Ça nous permet d'être dans le bain, on se retrouve. Depuis le lancement des concours, je pense que tout s'est bien passé puisqu'on était au fur et à mesure au parfum des informations. Face à la crise sanitaire de la COVID-19, des dispositions ont été prises, notamment pour le dépôt des dossiers de candidature. Les agents chargés de récupérer les dossiers concernant les concours au niveau de la Poste nous ont bien reçus. Puisque cette année, c'est à la Poste qu'on a déposé les dossiers. Pour cette session 2020, l'on enregistre 465 concours pour 10 378 postes budgétaires contre 406 concours pour 14 939 postes budgétaires en 2019. La crédibilité reste de mise. La crédibilité de notre concours doit reposer sur l'esprit d'égalité de tous les candidats. C'est de rassurer les candidats de composer en étant serein, de se dire que la notion de réseau ne paye pas. Seuls les meilleurs, les méritants seront déclarés admis. Donc je les exhorte à travailler. Nous avons inscrit l'ensemble du système dans un écosystème digitalisé, de sorte que depuis l'inscription jusqu'à la programmation des résultats, nous utilisons l'outil informatique. Et en plus de cela, nous avons pris des dispositions sécuritaires physiques, pratiques, avec les forces de l'ordre, avec la police, la gendarmerie, nous avons pris des dispositions. Nous avons des écoutes, nous avons des checkpoints un peu partout pour pouvoir mettre en déroute tous ceux qui tenteront de frauder. Les concours de la fonction publique font partie de la politique du gouvernement qui vise à donner des emplois aux jeunes. L'organisation des concours administratifs de la fonction publique traduit la volonté du gouvernement ivoirien à intensifier son action sociale, à répondre aux attentes des citoyens en quête d'emploi, à favoriser l'accès à un emploi décent et stable pour les jeunes et femmes diplômées, à résorber le chômage des jeunes, à faire la promotion des fonctionnaires et à réduire le taux de pauvreté des populations dans son ensemble. Pour la session 2020, la ville de Korogo a été retenue pour rendre hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, initiateur de toutes les réformes engagées par la fonction publique dans l'organisation des concours administratifs. Le ministère de la fonction publique annonce les résultats pour le 10 décembre prochain. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est également cette séance de travail à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ce lundi après-midi. Représentants des partis politiques, ceux du groupe RTI réunis avec les membres de la ACA discutent des modalités définies pour permettre une équité, une égalité dans le traitement des différents candidats durant la campagne présidentielle qui va bientôt démarrer. Sidonie Davila a suivi cette séance de travail pour RTI. La campagne présidentielle démarre le 15 octobre prochain. À quelques jours de ce grand rendez-vous, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, présente aux partis politiques les modalités pratiques. Les émissions spéciales consacrées à la campagne de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 concernent les reportages dans les journaux télévisés et radiodiffusés, les magazines d'information, les émissions spéciales conçues et montées par les candidats prêts à diffuser, l'émission d'entretien face aux électeurs. Le temps d'antenne consacré à la couverture des activités dans les journaux radiodiffusés et télévisés est fixé comme suit. À la télévision, 3 minutes, dont 1 minute 30 secondes de temps de parole. À la radio, 2 minutes, dont 1 minute de temps de parole. Les émissions spéciales prêtes à diffuser, PAD, sont conçues par les candidats à partir d'éléments enregistrés en studio, d'éléments tournés à l'extérieur, de documents vidéographiques ou sonores fournis par le candidat. Des dispositions claires, mais aussi des interdits, notamment l'utilisation des symboles de l'État dans les films, vidéos,
présentant les différents candidats. Je prends par exemple un véhicule officiel avec une plaque de l'État, c'est un symbole de la République. Il n'est pas possible que ce véhicule officiel-là soit montré dans le PAD du candidat. Une précision du président de la ACA. Tous les candidats seront traités équitablement. Nous sortons satisfaits de cette rencontre avec le président de la ACA. Je pense qu'il a pris déjà en considération toutes nos doléances de 2015, ne pas nous imposer le passage des différents candidats. Nous avons trouvé en cette séance de travail les éléments que nous attendions. Cela augure pour nous une période de traitement équitable et égalitaire de la période de campagne au niveau de l'accès aux médias audiovisuels. Durant cette période, les médias d'État seront beaucoup sollicités. Des films de 5 minutes, des reportages, des émissions seront diffusés via la télévision et la radio nationale. Nous, en ce qui nous concerne, nous restons dans notre rôle de médias de service public, ouvert, pluriel, et nous ferons cela selon les règles édictées et qui prévalent en matière de pré-campagne et de campagne, notamment la notion d'équité et la notion d'égalité. Transparence oblige, la ACA a tiré au sort l'ordre de passage des différents candidats. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'observer les mesures barrières. La Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Agréable fin de soirée. Dieu nous garde.